Remercier Monsieur Gardou qui interviendra sur notre Assemblée générale. Voilà, Monsieur Gardou qui est anthropologue et qui intervient dans beaucoup de conférences autour de nos réflexions. Monsieur Notin, le président de l'Ancréail, va nous rejoindre en fin de matinée et donc fera une intervention dans l'après-midi pour nous situer un petit peu les enjeux du mouvement. Et puis, Madame Gadi, la directrice qualité HAS, qui interviendra aussi par visio, puisqu'elle ne pouvait pas être en présence, donc sur les enjeux qualité. Monsieur Bruno, titre de l'URIOPS, voilà, merci à l'URIOPS d'être à l'Assemblée générale. Et puis, j'espère, j'en ai oublié plein certainement, mais voilà, donc merci vraiment à tous de votre présence. Vous m'entendez? Micro. Je me suis permise de vous afficher les programmes pour vous faire remarquer qu'on est déjà en retard, mais c'est pas grave. On va essayer d'accélérer. Donc, je laisserai la parole à Frédéric pour présenter le rapport moral et d'orientation. On vous présentera notre rapport d'activité avec des focus qui seront présentés par l'équipe CREAI, que je remercie d'être ici aujourd'hui et surtout, je remercie de me suivre comme ils peuvent dans mes pas des côtés. On aura après les rapports financiers présentés par Sébastien, qui est en première ligne. Donc, voilà. Et puis, effectivement, on aura l'intervention de Madame Gadi en visio, l'intervention de Monsieur Gardou, qui est ici avec nous toute la journée. On pourra échanger sur les sujets de l'AG, qui est faire de l'inclusion ou être inclusif. On a voulu jouer sur cette thématique en sachant qu'à l'heure actuelle, avec toute la transformation de l'offre, l'inclusion semble être plus une injonction qu'un désir de la société. Après, on essayera de manger. Et suite au repas, on aura des jeunes sortants de l'ASE avec lesquels on a monté un programme européen qui interviendront en visio parce qu'ils sont italiens. Et donc, ils nous rejoindront de l'Italie. Et puis, on aura M. Dondin qui nous parlera des enjeux des CREAI au niveau national. Donc, je te laisse présenter les rapports moraux. Je fais juste un petit aparté pour les membres qui sont votants dans votre pochette. Je remercie infiniment Julie, que je ne sais pas où est. Elle doit être en haut. En tout cas, Julie, elle a rejoint en septembre notre équipe. Elle est assistante de direction et je la remercie vivement parce que, comme vous savez, les AEG, c'est toujours les RH et donc elle a tout organisé et je voulais la remercier. Donc, dans votre pochette, vous avez cette fiche avec des résolutions qu'on va vous présenter. Et ce qu'on a pensé, en fait, c'est de vous faire voter à travers cette fiche de façon que ce soit plus rapide pour ne pas avoir la levée des mains. Donc, on les recueillera autour de midi si vous pouvez la remplir. Et on fera après le dépouillement pendant la pause déjeuner. On vous présentera les résultats dans l'après-midi. D'accord ? Donc, une petite précision sur ces résolutions. Bon, Sarah le dit, on va tous, bien sûr, voilà, il y a des résolutions, on va dire, statutaires et qui sont facilement entendables. On a donc le tiers sortant au niveau du conseil d'administration, donc pour le renouvellement du conseil d'administration. Ah oui, d'accord, donc c'était après. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est un calage. Donc voilà, donc il y a un tiers sortant, vous les avez dans les pochettes, donc avec les personnes qui sortent du CA de par leur mandat de 3 ans et d'autres qui soit qui se présentent ou soit qui se représentent. Et donc la singularité, c'est que en tant que président, je suis dans le tiers sortant. Donc voilà, donc il y a une réélection ou pas, voilà, c'est la loi démocratique, hein, donc bien évidemment, j'espère poursuivre l'aventure et puis je me représente sur cette présidence. Maintenant, s'il y a aussi d'autres candidatures émanant du CA, voilà, pour l'instant, on n'en a pas reçu, mais n'hésitez pas non plus à vous signaler. Et donc, il y aura, au niveau de ces résolutions, vous les avez dans vos pochettes, l'élection également de la présidence issue de la sortie du tiers sortant. Voilà. Tu réembobines. Donc, le rapport moral, en fait, ça va être un mot d'introduction et ça va être en même temps le rapport moral. Hein. On va essayer de faire quelque chose du 2 en 1. Donc, chers adhérents, chers partenaires, chers amis,
Nous nous étions retrouvés le 23 avril 2021. Alors, c'était un mot un peu fort puisqu'on était en visio. Alors, on s'était retrouvés, effectivement, on s'était vus, on avait échangé. Et nous avions à cette occasion essayé ensemble de préciser et de décrire le Créail Bretagne et ses activités. On était à un moment, on va dire, particulier puisqu'on avait quasiment simultanément le changement d'une présidence et le changement d'une direction générale. Donc, on était vraiment sur voilà, une prise de contact, on va dire. Donc, c'était un moment d'échange qui avait été très intéressant, très dense, très intéressant. Donc, fort de ce moment, vos interventions et vos sollicitudes nous ont permis de porter un nouveau regard sur nos interventions. Le Créail est un objet multiforme, capable de s'adapter aux mouvements de la société et aux politiques qui lui sont dédiés. Le mouvement multiforme, oui, ô combien. C'est dans cet esprit que nous allons à la rencontre de professionnels bretons, avec les bras grands ouverts, puisqu'il est important pour nous d'accueillir et de se faire accueillir. Je crois que c'est au niveau de notre organisation, je parle de voilà, mon organisation ADAPI Noël que je dirige dans les Côtes d'Armor. C'est des sujets qu'on a abordés hier, pas plus tard qu'hier, sur la qualité de l'échange. Et je pense que effectivement, la collaboration, elle se décrète pas, elle se fait, et la confiance vient aussi avec le temps. Donc, c'est un enjeu très fort pour qu'on arrive à pouvoir mobiliser un bon nombre d'acteurs autour de notre projet. Plus que jamais, la douceur humaine a manqué dans nos vies. Nous avons été obligés de ne pas nous rencontrer, de cacher nos sourires, de nous méfier les uns des autres. Alors, comment retrouver le regard d'autrui, ce regard, ces paroles dont nous avons si besoin pour exister, nous sentir vivants? Donc, bon, c'est évident. Je crois j'en discutais encore, je ne sais plus, tout à l'heure en entame sur le manque de contact. Voilà, bien sûr, c'est plus intéressant de nous retrouver comme ce matin. Nous souhaiterions que cette Assemblée générale soit l'occasion pour le faire. Oublions la peur et sourions doucement. Notre équipe a voulu porter ce défi tout au long de l'année 2021, démontrant un engagement solide auprès de ses adhérents et partenaires. Les animations du Créail, qu'elles aient pris la forme de colloques, d'accompagnement, de groupes de travail ou de formation, ont été marquées par le bonheur d'avoir pu prendre le temps sur ce qui compte dans le monde du social, médico-social et du sanitaire. Le rapport d'activité qui vous sera présenté en témoigne, ainsi que les différentes perspectives qui se sont ouvertes et qui seront consolidées en 2022. Je profite de cette Assemblée générale pour remercier vivement les équipes du Créail qui sont autour, qui sont bien sûr toutes présentes aujourd'hui, pour le travail qu'elles ont pu réaliser. Remercier sa directrice, Sarah Calmanti, pour l'énergie et le sérieux qu'ils ont su apporter durant cette année 2021, encore un peu chahutée dans son quotidien. Donc, au nom du conseil d'administration, recevez toutes nos chaleureuses félicitations. Pour répondre à cette année de transition, il nous a paru nécessaire de profiter de cette année qui galope pour asseoir notre stratégie. L'année qui vient ressemble déjà à une traversée des Alpes, avec ses sommets et ses vallées, avec ses falaises vertigineuses et ses chemins pentus. Parcourir les politiques publiques d'aujourd'hui est comme entamer un slalom entre des mots-clés, l'inclusion, l'autodétermination, l'approche écosystémique, la coordination, la qualité, j'en passe. Ça rejoint les échanges qu'on a eus, M. Gaillard, tout à l'heure. Nous filons vite sur la neige, nous percutons ces mots comme les piquets de slalom, ils vibrent et puis nous nous apercevons que nous avons laissé la personne avec laquelle nous aurions souhaité descendre en haut de la montagne. C'est vrai qu'on traverse tous des moments de transformation très denses. Donc, je crois qu'on est dans des réflexions qui se percutent. Difficile donc de pouvoir trouver des orientations différentes, des lois universelles à l'image de la gravité qui nous tire vers le bas. Inversons la pente et montons. Le Créail souhaite être la corde qui relie les alpinistes de politique publique. Le Créail souhaite les assurer en cas de chute et tirer de toutes ses forces les potentiels de la société, à savoir être pour tous et partout. Cette trajectoire est ouverte à vous tous et nous serions émus de votre participation dans cette aventure qui démarrera officiellement le 27 juin 2022. On va mettre en place toute une réflexion stratégique qu'on souhaite voir aboutir en fin d'année pour une mise en œuvre dès l'année prochaine. Et donc, on aura la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, on va dire, ordinaire ou extraordinaire, il faut qu'on regarde dans les statuts, qui nous permettra tout simplement de définir notre trajectoire pour les années qui viennent.
Donc à tous, je vous souhaite une belle journée d'échange, de projets, de mise en perspective au service des acteurs de notre Bretagne et surtout au final d'un accompagnement bienveillant à l'expression et au projet des personnes vulnérables que nous accompagnons au quotidien. Donc bonne et excellente Assemblée générale à tous. C'est à moi. Donc, on va vous présenter notre rapport d'activité. Juste pour rappel, parce que je ne suis jamais sûre si on connaît jusqu'au fond qu'est-ce que c'est qu'un créail, parce que des créailles, ils en existent dans toutes les régions de France. Pour vous rappeler juste quelles sont nos missions. Donc, la première, c'est réaliser des diagnostics. La deuxième, c'est accompagner les décideurs dans la définition et mise en œuvre de leur politique. La troisième, former les professionnels. Quatrième, informer les professionnels des évolutions du contexte réglementaire. Cinquième, favoriser l'interconnaissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter notre chiffre clé sur nos missions. Et après, je vais inviter les membres de mon équipe à faire un focus sur un chantier particulier qui concerne ces différentes missions. Voilà, notre équipe est celle-là. On n'est pas comme ça en vrai, mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Donc, vous les verrez en vrai, hein, mais je t'aide à vous les présenter. En sachant qu'il y a des personnes qui manquent sur cette slide parce qu'on a pas mal de stagiaires qui rejoignent les créailles, en particulier un doctorante en chiffres qui travaille sur la protection en France. Et son petit avatar, il a été fait, elle sera présente sur le rapport d'activité de l'année prochaine. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés pour la vie associative, donc on a un bureau, un conseil d'administration que je remercie encore, qui est très actif, qui sont très actifs et qui aiment beaucoup la musique. Donc, on passe toujours pas mal de chansons pendant nos instances. Il est composé environ 12 personnes et en 2021, on a eu, parce que je n'arrive pas à lire d'ici, 383 adhésions administratives, c'est-à-dire qu'on a des membres actifs qui sont 383. On a réalisé, on est en train de réaliser, parce qu'ils sont certains, ils sont encore en cours, 15 études, dont 13 nouveaux en 2021. Donc, on a eu de nouvelles demandes d'études qui se situent autour de 13. Et c'est un chiffre important en termes d'études parce que ce sont des travaux qui sont consistants en termes de méthodologie et de temps pour pouvoir les réaliser. Pour ce qui concerne les soutiens des acteurs, donc surtout ce qu'on peut appeler du conseil, en fait, par exemple, des accompagnements sur les fameux, je vais dire plein de gros mots aujourd'hui, mais les passages en dispositif, par exemple. On a fait 44 accompagnements, dont 30 nouveaux en 2021. Bien évidemment, c'est des accompagnements pluriannuels parce que ça ne se résout pas ainsi en 3-6 mois, les passages en dispositif. Ça va toucher aussi à toutes les questions de management qui vont élargir les périmètres de notre intervention. Et pour ce qui concerne la mission de formation, alors, champagne, parce qu'on trouve toujours des excuses pour boire, mais en tout cas, on a eu les labels Calliope en fin 2021. Et là, je remercie tout particulièrement Virginie qui se cache derrière une plante là-haut. Et Mélanie, parce que Mélanie, elle est référente pédagogique et aussi handicap sur la formation. Et Virginie, elle est référente administrative. Et donc, c'est fou, un gros morceau pour attendre ce label, mais on l'a eu. Donc, ce qui nous permet en fait de vous livrer des formations, parce qu'à partir de janvier 2022, si on n'a pas ce label, on ne peut pas faire des formations. Donc, il y a eu environ 1430 participants sur les journées d'études qu'on a pu faire. Peut-être que vous avez participé en particulier à la journée nationale IME à Saint-Malo. On a des formations inter-établissements, donc il y a eu 15 formations et 128 participants. Et sur les formations inter-établissements, 26 formations et 276 participants. C'est des chiffres dont on est fier parce que malgré
la crise, les arrêts, la distance, les pauses, on a réussi à garder les caps de ces interventions. Et puis, pour la mission 5, qui est celle de l'interconnaissance, voilà, les pavés de nos partenaires qui deviennent de plus en plus fournis chaque année. Et on est très fiers parce qu'en fait, on a aussi des partenariats internationaux, en particulier avec l'Université de Montréal, l'Université de Padova, le Boston Children's Hospital, donc Harvard Medical School. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez que votre logo soit affiché là. Donc, je vais passer la parole à Rachel, qui est directrice adjointe au CREAI, pour qu'elle présente. Merci, bonjour à tous. Donc là, la proposition, c'est qu'on puisse illustrer certains de nos chantiers de l'année 2021. Donc là, la proposition, c'est de pouvoir illustrer la mission principale transversale du CREAI, qui est bien l'intitulé aussi sur notre site, l'accompagnement, la traduction, la mise en œuvre des politiques publiques. Et là, de faire un zoom sur ce gros mot qui est la transformation de l'offre médico-sociale, qui est comment finalement partir des situations individuelles, partir du vécu, des attentes, des parcours des personnes elles-mêmes, et de bien partir de là pour pouvoir adapter les réponses. Comme Sarah a pu le mentionner, nous avons effectivement accompagné à l'occasion de la réécriture de projets d'établissement, projets de service, de propositions de réorganisation ou de structuration en pôle, en plateforme, travailler cette question de l'innovation sociale, ce qui est aussi là un grand enjeu. Donc les différentes missions du CREAI, que ce soit études, formation, accompagnement, interconnaissance des acteurs, ont été mobilisées tout au long de ces process qui peut permettre d'accompagner la transformation ou l'innovation. À titre d'exemple, sur cette première phase qui est bien dans cette construction de nouvelles réponses et d'adaptation, cet enjeu de bien partir de la connaissance des personnes elles-mêmes, et pas des projections ou de l'idée qu'on peut en avoir, mais bien de partir de leurs habitudes de vie, de leur parcours, de leur expérience, de leurs attentes, pour pouvoir construire à partir d'elles, justement, les réponses, les ajustements à proposer. Donc, ça a nécessité, en termes de mise en œuvre, de pouvoir proposer aux partenaires la réalisation d'études via des entretiens qualitatifs ou aussi des focus group avec des personnes concernées, auprès donc, voilà, de ces personnes pour pouvoir recueillir leur vécu et finalement aussi comment on peut ajuster l'offre de services, mais également des entretiens auprès de partenaires qui eux-mêmes peuvent avoir aussi une vision sur le territoire et interpeller finalement aussi l'organisation de l'offre et comment mobiliser dans une logique de complémentarité de nouvelles façons de travailler ensemble. Ça a été aussi l'occasion de proposer des méthodes telles que de travailler à partir de personas, de pouvoir justement se décaler de la projection, de la représentation que nous en avons pour partir et se mettre bien au cœur de l'expérience de la personne concernée et de travailler tout au long de ce process de réflexion et de co-construction à partir du besoin de la personne concernée. C'est également pour cette connaissance des personnes de pouvoir proposer en face, en étape d'amont en fait, ce travail autour aussi de la meilleure connaissance via l'utilisation d'auto-évaluation. Exemple à ma vie, mais il y a aussi d'autres outils. Mais il y a eu des enjeux de formation aussi des professionnels à ces nouveaux outils, ces nouvelles approches pour pouvoir, dans un deuxième temps, partir de cette meilleure connaissance pour ajuster, adapter aussi l'organisation et les pratiques et proposer de nouvelles réponses. Ce sont aussi dans les méthodologies qui ont pu être mises en œuvre sur cette première étape de la compréhension et de cette phase un peu d'immersion avant de réfléchir aux ajustements, à la co-construction de solutions. C'est aussi des temps d'observation directe dans les services aux côtés de personnes qui ont pu être aussi proposés pour partir véritablement là aussi de ce qui est vécu et non toujours de cette projection qu'on peut avoir. Le deuxième temps dans ce process aussi, où l'équipe du CREAI a pu intervenir sur cette co-construction de solutions, ça prend la forme à la fois d'animation de groupes de travail mixtes avec les personnes concernées, que ce soit donc les personnes accompagnées, des personnes qui peuvent être aussi en liste d'attente ou des professionnels, des partenaires, de réfléchir justement par rapport à ces différents besoins, réfléchir aux adaptations à proposer. Pour favoriser aussi cette proposition d'idées,
on a pu justement organiser, proposer aussi dans la méthodologie de pouvoir proposer des visites de sites en binôme professionnel et personnes accompagnées pour permettre justement d'ouvrir les champs des possibles, permettre un cheminement parfois pour les personnes elles-mêmes, pour se dire finalement des choses sont possibles autrement de ce que je vis, pour les professionnels également, de chacun pouvoir échanger avec des pairs et finalement déjà recueillir des idées et s'autoriser finalement à phosphorer sur les pas de côté et à amener ainsi finalement à co-construire d'autres alternatives. Cette émergence d'idées, c'est aussi via des retours d'expérience. Donc, tout le rôle aussi de l'animation de journées d'études, qu'elles soient régionales ou encore les journées d'études nationales, comme il y a eu les journées nationales IME en octobre dernier, sont l'occasion aussi de donner à voir des expériences, des retours de pratiques, d'organisation qui peuvent être là aussi inspirantes pour les professionnels. Mais également à l'occasion d'actions de formation, notamment sur les formations autour des politiques publiques, que ce soit en intra ou en inter, l'occasion là aussi de donner à voir des illustrations de ces politiques en partir de mise en œuvre très opérationnelles. Donc, tout l'intérêt aussi au niveau du CREAI d'être au carrefour et de repérer les initiatives locales, régionales, mais aussi hors région via le réseau des CREAI. Troisième étape aussi dans cette démarche d'adaptation des réponses et de l'offre de services, le CREAI a pu être aussi sollicité pour animer des comités, des groupes projets, composés là aussi à chaque fois des parties prenantes, des équipes de direction, des professionnels, mais des personnes directement concernées, à la fois pour formaliser ces organisations, par exemple, quand on accompagne le projet, la dynamique de passage en dispositif ou en plateforme, de pouvoir co-construire le logigramme qui va pouvoir préciser qui fait quoi à quel moment, de pouvoir aussi accompagner en phase de test, à partir de premières situations concrètes, ce qui a été imaginé dans ce groupe projet et de manière itérative, le réajuster pour arriver à quelque chose de satisfaisant du point de vue des personnes elles-mêmes, de l'organisation aussi des équipes, et ainsi identifier aussi les points d'ajustement en termes de formation, en termes de communication, pour pouvoir déployer ensuite cette nouvelle organisation qui a été imaginée et co-construite. Avec aussi, là aussi, des interpellations du CREAI pour pouvoir accompagner ces déploiements, que ce soit sur la co-construction d'un plan de communication vis-à-vis des partenaires prescripteurs, vis-à-vis des personnes directement concernées, mais également aussi parfois aussi d'être dans l'animation du comité de suivi, de pouvoir co-construire les indicateurs de suivi et de la mesure d'impact de cette nouvelle organisation. Voilà une première illustration de chantier et je passe le relais à Mélanie pour une autre illustration. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Mélanie Casseigné, donc référente pédagogique et handicap sur le pôle formation. Et Virginie Oran, référente administrative des formations. Voilà, donc avec Virginie, on va dire, on a vécu une grosse année 2021 par rapport, on va dire, à la formalisation de ce pôle formation qui regroupe 3 grandes activités, donc les journées d'études, la formation inter-établissement avec notre catalogue de formation et la formation intra-établissement avec l'ajustement de formation sur mesure aux établissements. Nous, pour notre présentation, notre focus, on va vous demander à tous de sortir votre smartphone parce que tout à l'heure, notre chère directrice, on va dire, elle vous a donné, on va dire, quelques chiffres sur notre activité, sur ce qu'on faisait. Elle nous a un petit peu dévoilé un petit peu ce qu'on avait à vous dire. Donc, nous, on va vous proposer, en fait, avec Virginie, de réaliser ce qu'on appelle un CAOUT. C'est une évaluation en ligne. Donc, elle a déjà donné plein d'infos. Donc, normalement, je dois avoir 10 000 bonnes réponses. Donc, sortez votre smartphone, vous vous connectez à caout.it. Italienne. .it, ouais. Donc Marion va nous basculer tout de suite sur CAOUT. Alors, bah non, c'est moi. Marion, la technique. Ah, c'est bon. Donc, vous êtes normalement arrivés. On vous demande un code PIN. Le code PIN, c'est 950 03 16. Les premiers connectés auront droit de jouer. Les autres, vous jouerez peut-être avec votre voisin. On ne va pas pouvoir attendre. Voilà. Donc,
En attente de joueurs. OK, donc on a Jérôme, EP, S, ZC, Daniel, Fantomas, Bambo, JF, Galette, Carès, Catherine, Zoro, Cargo. OK, donc on a 14 participants. On va peut-être encore attendre, aller à 20, 25, on arrête. CLP, Bruno, Yoda. OK. Allez. Allez. En fait, notre temps est compté. Elle nous avait dit pas plus de 5 minutes. Donc, voilà. Allez, jusqu'à 25 participants. OK, allez, 22. Côte d'Armor, 23, 24. Bon, stop. OK, stop. On arrête. Du coup, on démarre le jeu. Marion. Et voilà, ceux qui n'ont pas pu se connecter, bah, vous vous connectez avec votre voisin. Donc, parmi les formations suivantes, laquelle ne figure pas, d'après vous, dans notre catalogue de formation? Donc, est-ce que c'est coordination et vulnérabilité? Est-ce que c'est développer ses connaissances sur le diabète? Est-ce que c'est le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux? Ou est-ce que c'est comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap? Et donc, je vous invite normalement à cocher la réponse. Donc, on a 18 réponses. Voilà, il faut répondre vite et bien. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, il faut répondre aussi avec un peu de vitesse. Donc, effectivement, la formation qu'on ne propose pas, ben voilà, c'est développer ses connaissances sur le diabète. On propose une formation sur la coordination et vulnérabilité, qui est une formation animée donc, par notre directrice et puis Gaëlle Lepabi, qui a rejoint aussi notre équipe. Le circuit du médicament dans les établissements et puis comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap. Donc, une formation qui est animée par Rachel. Bon, que des bonnes réponses. Virginie, tu es prête pour la deuxième? Oui. Ah oui, bah, suivant, c'est Marie. Ok. Daniel. Alors, deuxième question. Parmi les formations suivantes, laquelle ne fait pas partie des compétences du CREAI? Formation au projet personnalisé en protection de l'enfance, formation à Office 365, formation sur le rôle et mission des représentants au CVS, formation FALC. Oh, vous êtes rapide là. Hein? Ok, donc, on a répondu. 24 réponses, tout le monde a répondu. C'est bon, effectivement, c'est la formation Office 365, parce que la formation projet personnalisé en protection de l'enfance, en l'occurrence Sébastien qui s'en occupe. Formation sur le rôle et mission des représentants au CVS, c'est Mélanie, en collaboration avec Isabelle de Groot. Et la formation FALC, c'est Isabelle de Groot aussi. Avec un travailleur d'un ESAT avec qui on a monté un partenariat pour avoir aussi son expertise sur le facile à lire et à comprendre. Alors, est-ce que Daniel a toujours voilà, top niveau? Daniel, est-ce que Daniel peut lever la main? Voilà. Il est membre du bureau, donc voilà, il avait révisé avant. Voilà. OK, suivant. Combien de journées d'études le CREAI Bretagne a organisé en 2021? Est-ce qu'on a organisé une journée, 5 journées, 7 journées ou 9 journées? Et là, voilà, tout à l'heure, notre chère directrice a déjà donné la réponse. Comment? Quoi? Une? 5 journées. Donc, en 2021, nous avons organisé 5 journées. Tu peux faire suivant parce que j'ai une petite slide où on remet les journées. Donc, on a Daniel, il est très, très bon. Il a participé à toutes nos journées. Donc, combo avec 3 bonnes réponses d'affilée. OK, fait suivant. Juste, voilà, donc parmi les 5 journées qu'on a organisées, donc l'événement majeur, ça a été voilà, les journées IME, IEM et voilà, sur Saint-Malo, donc des journées nationales. Et puis après, en journée récurrente qu'on organise tous les 2 ans, donc la journée à destination des professionnels des AT et la journée à destination des professionnels masse femmes foyer de vie. Et puis notre journée annuelle autour de la question de la déficience intellectuelle. Et puis une journée, on va dire, un peu one-shot autour du polyhandicap qu'on a organisé en 2021. Nouvelle question. Comment se nomme la certification obligatoire depuis janvier 2022 dans le champ de la formation professionnelle? Normalement, si vous avez écouté Sarah, vous connaissez la réponse. Calibat, Calitopie, Calliope ou Datadoc?
Et c'est bon. Effectivement, c'est Calliope. Voilà, donc effectivement, on va dire la certification Calliope, on va dire, a été un très très gros morceau pour nous en 2021. Et puis Calliope, donc à partir du 1er janvier 2022, est obligatoire et permet, on va dire, à nos commanditaires de pouvoir bénéficier des fonds mutualisés. Donc c'est été très important pour nous. Combien de participants ont assisté à une formation ou une journée d'études organisée par le CREAC Bretagne en 2021? Donc, si vous faites les calculs qu'on vous a donnés tout à l'heure, vous avez la bonne réponse. Entre 0 et 500 participants, entre 500 et 1500, 1501 et 2000, ou entre 2001 et 2500 participants quand on cumule formation, journée, etc., etc. Donc voilà, on est entre 1500 et 2000 participants qui ont assisté à une de nos journées. Et exactement, le chiffre est à 1834 participants sur l'année 2021. Suivant. Podium, voilà, roulement de tambour. Normalement, il y a une petite musique. SD, donc SD peut se lever. Sébastien Desloges. 4. Qui était 4? Ah, ok, Catherine qui remet donc la paye. Et le numéro 1, Daniel. Ouais. Du coup, il faut qu'elle sorte. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir participé, on va dire, à notre questionnaire pour présenter, on va dire, globalement notre activité formation. Et on vous invite à aller sur notre site pour retrouver les formations. Et je donne la parole et le micro surtout à Marion. C'est là ? Yep. Bonjour, donc je réponds aussi à l'exercice de présenter, Rachel disait un chantier, on les appelle un peu comme ça dans notre jargon, mais effectivement un projet en tout cas qu'on a conduit pendant 2021. Moi, je vais vous présenter le projet qu'on a mis en œuvre de webinaire et c'était le premier en la matière. Donc après, je ferai le petit pas de côté souhaité en mobilisant mes collègues. Comme on n'a pas de micro pour chacun, voilà, on parlera fort, mais je vous fais confiance. Donc, je suis un peu Madame Qualité de vie au travail au CREAI. Et donc, on avait identifié à un moment où on parlait beaucoup de vaccination des professionnels, que les professionnels, ils avaient aussi pas mal besoin de soutien. On revenait aussi pas mal dans les établissements et on constatait que la crise avait fait pas mal de dégâts, évidemment, pour les projets, pour aussi travailler au-delà du juste présentiel. Et donc, on a eu envie aussi de valoriser les pratiques qui avaient émergé pendant ce temps et de crise sanitaire, mais aussi de transformation, puisqu'on l'a redit aussi avec les présentations précédentes, on est dans un contexte extrêmement mouvant. Et donc, les professionnels ont aussi ça à conduire, à mettre en œuvre. Donc, on a travaillé à l'organisation d'un cycle de webinaires, 3 webinaires au total, qui se sont tenus en octobre, novembre et décembre. Un premier autour de faire équipe dans un contexte de transformation, et je vois une représentante témoin qui avait participé, Madame Maï, de l'association AROC, qui avait participé à ce témoignage, sur le manager le travail en période de transformation et sur la coopération, coopérer avec son environnement dans un contexte de transformation. Le contexte, c'est qu'effectivement, on était dans cette campagne de vaccination suite Covid-19 et au-delà de la santé physique, l'identification d'un besoin de santé et de reconnaissance aussi des professionnels. On était aussi à ce moment-là dans l'analyse d'un autre projet qui a jalonné pas mal 2021, qui avait commencé en 2020 et s'est achevé tout récemment avec la production d'une étude journal de bord et donc qui a consisté en fait à suivre le journal de bord des écrits professionnels d'une dizaine de personnes sur la Bretagne. C'est un projet national piloté par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on était aussi avec ce matériau de ce qui avait été produit par les professionnels et comment ils avaient inscrit ce qu'ils vivaient finalement au fil de la crise dans ces journaux de bord. Et puis, on a aussi le contexte du nouveau référentiel qualité HAS qui était en gestation, dont on avait eu une première
première version et qui ramène aussi fortement la question de la qualité et notamment de la qualité de vie au travail. Donc, ça faisait partie des éléments aussi de contexte. Les constats, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire a eu un impact évidemment important sur le travail, avec besoin de reconnaissance à la fois de ce qui s'est passé du point de vue du travail, c'est-à-dire du point de vue des activités de travail, des prises de décision et de la coopération. Ça a fait bouger beaucoup de choses et parfois, on ne s'est pas forcément arrêté après à la reprise aussi pour essayer de faire émerger ce qui a pu se produire pour les uns et les autres individuellement et puis pour le collectif de travail également. Ça a été fait en certains endroits, mais pas partout. Et montrer aussi, donner à voir l'engagement des professionnels aussi, acteurs et acteurs de direction. Autre élément de constat aussi, c'est un contexte de forte transformation du secteur qui engage également des transformations dans le travail et dans son organisation. Donc, nos objectifs, intention de départ, c'est nous qui avons initié. Après, on a été associés, on a associé des partenaires que vous voyez là, la RACT Bretagne, évidemment, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, l'OPCO Santé et l'ARS nous a suivis dans cette aventure. Donc, objectif, c'était de capitaliser sur la crise, de valoriser les établissements, les professionnels, donner envie aussi aux participants de bouger aussi dans leur pratique, agir sur les sujets sur lesquels porteront aussi les webinaires, donner à voir des perspectives aussi. On était à un moment où il fallait redonner aussi un peu de souffle, peut-être de la motivation aussi, et voilà, on a imaginé que le webinaire pouvait être un temps pour ça aussi. Soutenir aussi les professionnels des établissements et services, notamment dans leur approche de la qualité de vie au travail. Donc, les publics qu'on a ciblés avec ces 3 webinaires, c'était les professionnels des secteurs sanitaire, social, médico-social, quel que soit leur niveau hiérarchique ou statut, évidemment. La méthode, on est parti sur 3 webinaires, c'était les premiers pour nous, d'1h30. Entre octobre, novembre et décembre, avec donc je disais 3 partenaires à la co-organisation, et donc on animait de manière tournante ces webinaires. L'idée, c'était vraiment de laisser la place aux professionnels et à leurs expériences, être au cœur de leurs expériences là valorisées, et avec l'idée que ARACT et CREAI après apportaient des éléments aussi de point de repère sur la thématique en fin de webinaire, et on était dans un format interactif avec alternance de témoignages, avec des repères aussi apportés par le CREAI, je viens de le dire, et en fin de webinaire aussi une enquête pour savoir ce que les personnes qui assistaient au webinaire souhaitaient voir aborder peut-être à l'occasion d'autres événements. On a eu pas mal de retours. En amont des préinscriptions, ça donnait à voir justement aussi l'intérêt sur le sujet, peut-être sur le format aussi, avec une enquête aussi proposée en fin de webinaire pour sonder les participants. Évaluation n'a pas forcément fonctionné pour le premier webinaire, mais après on a eu plusieurs éléments. Je reviendrai sur la partie technique tout à l'heure justement. Et puis on a pu extraire les rapports statistiques des participants évidemment, et pouvoir retransmettre après les éléments produits et les supports et les replays qui sont toujours accessibles et sur nos sites internet et sur la plateforme Embrun qui avait été mise en œuvre aussi notamment impulsée par l'ARS à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, les résultats au total, on a eu 620 pré-inscrits sur l'ensemble des 3 webinaires, 299, on va dire 300 participants de manière effective, et puis 375 visionnages des replays. Donc, c'était plutôt encourageant, en tout cas, comme résultat. Des messages importants aussi dispensés par les témoins, des questionnements et échanges des participants. Ce qui n'est pas toujours évident dans un webinaire, mais ça a plutôt bien fonctionné aussi. Un intérêt aussi manifesté par les témoins de se prêter à cet exercice de témoignage, d'aller à la rencontre aussi des professionnels dans leur équipe pour pouvoir justement rendre compte de ce qui a pu se passer pendant la crise ou dans les transformations qu'ils ont connues.
Et puis, ça a permis aussi des mises en relation entre professionnels. Et finalement, les partenaires, alors ARACT Opco Santé, hein, c'était une première aussi. On avait déjà pris contact avec l'ARACT depuis quelques temps, mais on n'avait pas encore consolidé, trouvé un chantier là aussi commun. Et ça a été l'occasion de mettre en œuvre justement cette collaboration. Évidemment, le fait de se connaître un peu en amont, ça a facilité l'enclenchement de ce travail partenarial. Et puis, voilà, on s'est finalement dit aussi que les webinaires, ça peut faire partie ça peut être un bout de réponse, même si c'est pas, ça a évidemment des limites, à un besoin notamment de partage et de valorisation des pratiques professionnelles. Donc, la perspective, c'est de poursuivre, et on a commencé avec un second cycle qui s'est engagé, qui a commencé en début de semaine, donc fin avril, fin mai, fin juin, 3 nouveaux rendez-vous, toujours dans les mêmes configurations. On avait envisagé de mobiliser le point de vue des personnes aussi sur ces webinaires, la participation étant aussi évidemment une des valeurs qu'on prône aussi dans ces événements. On n'a pas pu le faire, mais ce sera réfléchi pour les prochains. Et voilà, perspective aussi d'aller plus loin aussi que des points de repère dans ce qu'on peut proposer aussi aux participants. Et donc là, on réfléchit toujours aussi en lien avec l'ARS à une suite, et pourquoi pas proposer une formation croisée avec l'ARACT et le CREAI Bretagne autour de questions un peu centrales au moment aussi, notamment le management. Ok, alors on écharrette. Donc voilà, ce sera juste la présentation officielle. Je voulais vous faire le petit pas de côté, mais c'est pas grave. Alors je passe la parole à Aurélie. Vous êtes contents les collègues? Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter. Alors, je suis un peu la petite bête à part au CREAI, puisque moi, je ne réalise pas d'accompagnement. Je suis plutôt sur les études. Donc, l'année 2021 était beaucoup marquée pour moi et pour l'équipe, par conséquent, par l'analyse des besoins sociaux, qui est quelque chose qu'on ne faisait pas énormément au CREAI jusqu'à maintenant, et qui, en 2021, a quand même représenté 3 dossiers. Donc, c'était pas... c'était particulier, et on verra, ça continue en 2022. Donc, l'analyse des besoins sociaux, j'ai mis tous dans le même bateau, ou la mise en œuvre d'une démarche partenariale au service de la population. Donc, c'est vraiment cette idée de partenariat, de démarche pour améliorer la vie de la population au niveau communal. Donc, l'analyse des besoins sociaux, c'est une obligation réglementaire que les CCAS, donc centres communaux d'action sociale ou au niveau intercommunal, doivent mettre en place au début de chaque mandat municipal, et qui, depuis 2016, c'est depuis 2016 qu'il y a au début du mandat municipal. Avant, c'était tous les ans, mais en fait, c'est très peu réalisé par les communes dans les faits. C'est une démarche d'évaluation des besoins et d'adaptation des réponses aux problématiques de la population, une dynamique de territoire qui permet d'utiliser au mieux les complémentarités entre les différents acteurs locaux, et un outil d'aide à la décision pour la politique communale ou intercommunale fondé sur une démarche partenariale et reproductible, avec l'idée que si on le fait en début de mandat, il y ait aussi une suite qui soit donnée tout au long du mandat. Donc l'ABS, ça concerne tous les domaines susceptibles de générer des besoins sociaux, donc aussi bien la famille, les transports, l'accès aux soins et la santé, le handicap, le vieillissement, le logement, l'emploi, la scolarité, l'accès à la culture et aux loisirs, l'accès au numérique, l'accès, voilà, ça peut être très général, c'est tous les besoins sociaux qui doivent être couverts. Donc, comment ça se déroule concrètement? Donc, l'idée, c'est de partir comme pour tous les chantiers sur lesquels on est, par un diagnostic au début. Donc là, c'est un diagnostic territorial qui est beaucoup basé sur des données chiffrées. Donc, principalement à partir des données de l'INSEE, de la CAF, de l'assurance maladie, les données qu'on trouve en open data ou qu'on récolte de façon ad hoc, soit auprès des communes, soit par le biais d'un recueil. Ça peut être un questionnaire auprès de la population ou des acteurs locaux, associatifs. Voilà. C'est l'idée d'avoir du chiffre pour objectiver aussi un peu les impressions des acteurs locaux. Ensuite,
des groupes d'analyse partagés. Donc là, l'idée de réunir au sein d'une même instance, sur un même moment, les partenaires impliqués sur certaines thématiques qui ont été définies au niveau du diagnostic territorial. Donc, par exemple, ça peut être quelque chose de très large, le logement dans la commune, ou l'accès à l'emploi des jeunes non insérés ou voilà, qui ont des difficultés d'insertion professionnelle. Donc, ça peut être plus ou moins précis, avec l'idée qu'il y ait des échanges pour partager à la fois les constats et faire des propositions d'action. Et donc ensuite, une fois qu'on a des propositions d'action, on peut les mettre en place via des fiches actions où on définit le pilote, voire le copilote, la méthodologie qui sera mise en place, les échéances et puis l'évaluation finale de l'action à la fin du mandat. Donc tout au long de cette démarche, il y a un comité de pilotage qui va valider à chaque étape les choses pour qu'on enclenche la phase d'après. Donc, les analyses des besoins sociaux, ça a bien occupé le CREA en 2021. Donc, comme je le disais, on en a eu 3, enfin, on va dire un peu plus que 3, mais voilà, ça fait 3 dossiers au niveau de Dinard, donc avec 2 thématiques qui avaient été priorisées, le logement et l'accès aux droits. À Fougères, donc pauvreté, précarité, santé mentale avaient été priorisées. Donc Fougères, c'est encore en cours et voilà, ça va sûrement se poursuivre encore en 2022. Et puis 4 communes qui avaient décidé d'avoir une démarche concertée pour l'analyse des besoins sociaux: Lancieux, Le Minic, Surance, Saint-Briac et Saint-Lunaire. Donc très proche de Dinard aussi, avec la même une des thématiques qui est commune, le logement, et puis les transports. Et donc, ce n'est pas fini en 2022, puisque donc déjà, on a les 2 dernières analyses des besoins sociaux entamées en 2021 qui se poursuivent là en 2022. Et puis, pas plus tard que il y a 2 semaines, on a reçu encore 2 sollicitations. Donc, potentiellement, c'est encore des choses à développer, et même si on n'est plus en début de mandat municipal. Je laisse la parole à Bastien. Donc, bonjour à tous, Bastien Besson, du coup conseiller technique plutôt en charge de la thématique protection de l'enfance, arrivé il y a presque un an maintenant sur le CREA de Bretagne. Donc vous avez pu constater en fait pas mal d'activités assez différentes et il y a notamment un projet que nous menons actuellement sur la thématique de la participation et de la pérédance en protection de l'enfance qu'on a appelé le projet Prosper. Le projet Prosper, en fait, le contexte, c'est déjà différentes études, rapports qui alertent sur la situation de grande vulnérabilité des jeunes sortant ASE. Je pense notamment au rapport de la Fondation Abbé Pierre de 2019 sur le mal logement, qui cible notamment cette problématique, en tout cas, qui est repérable tous les jours, en fait, même dans les accompagnements qu'on propose, en tout cas, sur les différents services en protection de l'enfance. Suite à ces différents rapports et études, une stratégie nationale dite de prévention et de lutte contre la pauvreté 2020-2022, qui a été notamment portée par le président de la République suite à un discours du 13 novembre 2018, qui met notamment en exergue cette question-là des sortants ASE, en tout cas des sorties problématiques quand ces jeunes-là ont eu un long parcours parfois en protection de l'enfance. Et donc, suite à cette stratégie nationale, des groupes de travail se sont lancés donc sur l'ensemble des régions de France et notamment en Bretagne dès 2020 avec des groupes que l'on a nommés GT9 Sortons ASE, qui a réuni en fait un ensemble d'acteurs sur différents territoires. Et dans ces groupes de travail, il y a eu différentes thématiques qui ont été retenues et notamment la thématique des savoirs expérientiels, puisqu'on a considéré que finalement le parcours en protection de l'enfance, au-delà du témoignage qu'on entend souvent, ça peut être aussi une forme de savoir d'expérience. Et c'est un peu le constat, en tout cas initial, qu'on a pris en compte, en tout cas pour construire ce projet-là Prosper. Et donc, suite à ces groupes de travail, il y a eu des échanges qui se sont établis. Vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, et puis vous le verrez notamment cet après-midi avec la présentation de l'association Agevolendo, donc l'association italienne, qui, elle, a développé depuis plusieurs années maintenant un modèle de pérédance, en tout cas, à l'échelle européenne, notamment sur cette question des sorties. Donc les bases du projet, la première, en tout cas la finalité, c'est de considérer l'expérience, le vécu, comme un objet de connaissance à part entière. Donc possiblement,
aussi un objet de formation à l'endroit des professionnels. Et puis pour les professionnels aussi un levier à l'insertion sociale des jeunes sortant ASE. Et comment justement on permet d'améliorer parfois les pratiques autour de l'autonomisation de ces jeunes, en tout cas pour ces jeunes proches de la sortie. Donc les différents objectifs que l'on a ciblés, c'est d'une part de développer le pouvoir d'agir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, de pouvoir aussi construire un réseau d'entraide après la sortie, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir créer des solidarités entre ces jeunes-là qui ont pour beaucoup des points communs en tout cas sur le parcours qu'ils ont pu avoir. Et puis le troisième objectif, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des pratiques professionnelles pour prévenir, j'ai envie de dire, ces sorties-là qui peuvent être en tout cas très problématiques. Donc les acteurs, en tout cas les cibles recherchées sur le projet, c'est avant tout les jeunes de 15 à 25 ans. Puisque l'idée, c'est quand même d'aller voir auprès de ces jeunes-là qui sont inscrits dans un parcours, quel retour ils peuvent en faire, mais aussi ces jeunes-là qui en sont sortis, pour que justement aussi ça puisse faire expérience auprès d'eux et qu'on puisse faciliter ces rencontres-là. La cible, c'est également les professionnels du secteur associatif habilité protection de l'enfance. Donc des professionnels dans différents services, dans les panels qu'on peut voir en tout cas dans les dispositifs de protection de l'enfance. Et puis les départements, puisqu'on va aussi à la rencontre de l'ensemble des départements bretons, donc 35, 22, 29 et 56. Les étapes du projet, la première étape, c'est la mobilisation. On y est là. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des jeunes sur les différents territoires pour aller les mobiliser, en tout cas sur ces questions-là, de voir un petit peu leur retour et de voir comment on pourrait en fait construire un groupe de jeunes justement dans toutes les différentes étapes de ce projet-là. La deuxième étape, ce qu'on a appelé la conscientisation, c'est-à-dire faire prendre conscience auprès des jeunes qu'au-delà d'un parcours ou d'une expérience, ça peut être véritablement un objet de connaissance. Et donc cette conscientisation est passée à la fois par une rencontre avec l'association italienne AG Volendo, qu'on va organiser en juin avec des jeunes, en juillet du coup, et une conscientisation aussi avec des professionnels, c'est-à-dire aussi pour aller croiser des savoirs expérientiels et des savoirs professionnels. Et la troisième phase, j'ai envie de dire, c'est une phase de construction de programmes de formation, puisque l'idée quand même, c'est que ces jeunes-là puissent nous accompagner dans le panel d'activités qu'on propose auprès des professionnels et pour pouvoir aussi de travailler sur certaines questions thématiques. Et donc, l'étape suivante, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre sur le principe de la co-formation avec véritablement une co-animation possible avec ces jeunes-là. Donc, voilà, en tout cas, les différentes étapes sur un agenda, grosso modo, qui va de 2022, premier trimestre 2022 à fin 2023. Et peut-être pour conclure sur ce projet-là, ce projet, en fait, c'est une des nombreuses facettes de nos activités au CREAI. Et là, on est plutôt sur la question de l'expérimentation. On va aller expérimenter ces questions-là. Donc, ça fait aussi partie du job, j'ai envie de dire, du tâtonnement, de ne pas savoir à l'avance et de construire, en fait, dans un processus qu'on a dégagé à l'avance, des idées possibles d'accompagnement futur ou de projets futurs. Voilà. Merci à vous.